Bon, donc j'écris session tisane. Parce que je savais pas trop comment appeler ces moments-là où ces plans, des sortes de plans séquences un peu, où je parle, où je fais des trucs et je me dis c'est pas tellement un film au sens où il n'y a pas encore de montage ou quelque chose comme ça. C'est une captation de quelque chose. Et en même temps, c'est pas une captation de performance. Parce que dans une performance, il y a le côté un petit peu spectaculaire quand même. Il y a possiblement l'idée quand même que c'est quelque chose qui est un petit peu préparé en amont, un truc comme ça. Donc ça peut être une forme de performance. Et dans le champ artistique, ça peut passer. Mais peut-être que c'était peut-être bien de trouver un autre terme pour pas que ça ferme non plus. Et donc j'ai utilisé le terme de session. Voilà, c'est une session. C'est un moment qui est inscrit dans un temps et dans un espace aussi, euh, qui peut peut-être s'apparaître aussi à un moment, au sens de moment, je crois que c'est moment qu'il utilise, à un moment au sens d'Henri Lefebvre, c'est-à-dire comme une certaine organisation, enfin, c'est-à-dire un certain cadre temporel, spatial, social, euh, qui peut être aussi neurologique ou enfin mental, disons, euh, et qui est voué à se répéter éventuellement. Comme quand il y a un moment où on est chez soi, il y a un moment où on travaille, il y a le moment où on est dans les transports, il y a le moment où on discute avec ses amis, il y a le moment où on fait de la recherche. Et ben moi, c'est le moment où je fais de la recherche, ou en tout cas où je fais quelque chose, et c'est un moment qui se construit. Et c'est un moment qui se construit et qui se répète, et lorsqu'il se répète, il s'augmente, il se complexifie, il permet d'habiter au fur et à mesure ces moments-là. Et la vie est constituée d'un ensemble de moments qui s'agencent les uns avec les autres. Voilà, c'est une partition de l'espace en fait, mais de tous les espaces possibles. Enfin, qui est sur différents plans de l'espace en tout cas. Bon. Enfin, c'est ce que j'ai compris de le faire sur ces plans-là. Donc j'avais... dans les autres sessions, donc je parle à la caméra, je fais la musique, c'est plutôt ce qui revient pour l'instant, c'est ces thèmes-là, ces schèmes-là. Et je fais de la cuisine aussi, donc il y a l'espace domestique. Là, je mange des madeleines. Et donc je parle et il y a une pensée qui se construit. Et qui s'explique aussi. Parce que, évidemment, c'est aussi des pensées que j'ai eues pendant la semaine ou avant et que j'essaie de transmettre et de formuler. Et en le formulant, ça propose d'autres idées, comme si finalement il y avait un détachement de quelque chose et dans ce détachement, ça faisait un sillon, un espace où d'autres gens pouvaient... Comme s'il y avait un appel d'air en fait, voilà. Comme si il y avait le tissu des pensées comme ça, et puis il y a des pensées qui partent, et comme il y a des pensées qui partent parce qu'il faut qu'elles soient formulées, et ben elles entraînent d'autres pensées derrière qui n'avaient pas été vues jusque-là. Et c'est comme s'il y avait ce mouvement-là, en fait, ce mouvement de, de, de- d'extériorisation qui en fait est un mouvement qui entraîne d'autres mouvements. C'est un mouvement qui entraîne un sillage. Voilà, il y a un sillage. Ah, c'est bien ça, un sillage. Voilà. Donc il y aurait ce processus-là de sillage en fait. Là que voilà, c'est pas tellement qu'on creuse un sujet, mais c'est plutôt on, on- on lance des idées, des propositions, et comme on les lance,
dans l'acte de lancer, en fait, ça va par contingence voilà, créer un sillage avec des... Il y a un autre nom que sillage, je crois, mais comme un bateau qui va sur l'eau et qui laisse... Il y a des vagues qui laissent dans son sillage, et c'est ces vagues-là qui sont un mouvement et qui, en fait, par contingence, produisent une externalité et un mouvement qui n'est pas le mouvement propre du bateau, mais qui en est la conséquence indirecte. Voilà, donc en fait, il y a... ce que je viens de dire. Bon, j'attends d'avoir un nouvel ordinateur aussi pour tenir un journal des logs. Quand je dis log, c'est-à-dire les moments où je fais ces vidéos, de pouvoir les situer dans le temps, de pouvoir situer le cadre aussi, dans le temps, dans l'espace, et au niveau des objets, au niveau du dispositif, on va dire. Peut-être aussi, ce serait bien de faire ça. Et voilà, quitte à peut-être aussi dire ce qui a été dit dedans, vite fait, ou peut-être pas, je sais pas. Mais... Voilà. Mais bon, tant que j'ai pas ça, je peux pas faire de montage. Je peux rien mettre en ligne non plus aussi. Alors... Bon... J'aurai le temps après, mais... Je sais pas si ces vidéos-là, je les mets en ligne tout de suite. Ou si j'attends d'en avoir pas mal et puis les mettre en ligne qu'à la fin, peut-être. Peut-être que la question de la diffusion, enfin tout le monde, il faudra y réfléchir, la question de la diffusion. Peut-être que là je commence par des vidéos mais qu'à la fin je ferai complètement autre chose, donc peut-être qu'il faut attendre un peu avant de mettre en ligne, je sais pas. Et puis du coup si je mets en ligne, c'est-à-dire sur quelle plateforme, sous quelle forme, voilà, c'est aussi un peu ce truc-là. Mais après pourquoi pas, peut-être que le fait de mettre en ligne peut être aussi faire partie du dispositif. Bon, j'utilise le terme de dispositif, c'est pas mal. En fait, là, ce que je mets en place, c'est un dispositif de recherche. C'est-à-dire, je teste lors de ces sessions, donc la session, c'est déjà un élément du dispositif, des sessions qui mettent en place, enfin, qui s'inscrivent dans un cadre, dans un dispositif particulier, et qui est intuitif, plus ou moins spontané, plus ou moins... Mais bon, ça je pourrais aussi le formaliser. Et pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore formalisées, mais c'est normal, et c'est peut-être bien comme ça aussi. Parce que sinon ça sert bon. Hein. Sinon c'est comme ultra... Mais disons que, puisque là, ces sessions-là sont aussi des moyens ce sont des dispositifs de recherche, faut qu'il y ait aussi un espace, et c'est ce que j'essaie de mettre en place directement déjà là, qui soit une recherche auto-instituante, c'est-à-dire une recherche qui pose la question même du cadre, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une session qui va mettre en place le dispositif pour une prochaine session. Bon, donc là, donc ça me fait penser à un article de, je sais plus qui, sur l'accélérationnisme, où il disait que, bon, il y avait juste ce truc-là qui était évoqué, que dans les universités, par exemple, c'était différent de proposer des théories ou des contenus philosophiques qui allaient s'intégrer dans un ensemble de corpus philosophiques déjà là, et qui allaient nourrir l'université dans un fonds d'archives, entre guillemets, mais sans vraiment conséquence. Ça va juste s'additionner, et de considérer des mouvements, de créer un mouvement de pensée qui va remettre en cause radicalement la structure même de l'organisation de la pensée.
Et c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. Voilà. Et c'est pas pareil quand on fait en art, quand il y a des artistes qui proposent des mouvements en art qui vont être un mouvement en art parmi d'autres et qui va remplir des bibliothèques et des musées, et même si ça peut être tout à fait intéressant, hein, bien sûr. Et d'autres mouvements qui vont vouloir mettre en cause directement l'organisation même de cette structure-là. Donc c'est comme s'il y avait, voilà, on va dire, une distinction qu'on pouvait faire entre ces deux mouvements. Ouais, le deuxième mouvement, je trouve plus intéressant, pour le coup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, en fait, là-dedans. Je pense qu'il faut dire le mot, hein, mais... Et pour ça, je dis auto-instituant, c'est un terme que j'avais trouvé, mais bon... en fait, c'est aussi... il y a auto-instituant, il y a destituant, il y a la question du dehors. Et il y a l'idée, voilà, que c'est quelque chose qui remet en cause le cadre et qui va refonder le cadre, mais depuis l'intérieur. Ou depuis, en tout cas, une position qui est à l'intérieur, à l'extérieur, mais qui va toucher sur la formulation même du cadre. Donc en fait, on pourrait voir ça comme une pratique épistémologique, comme une pratique épistémologique. Je vais mettre ça comme ça, pratique épistémologique. Et peut-être même comme une critique épistémologique. Donc j'avais parlé du projet très vite fait. Produire, mener en avant. La critique, critique, je sais pas ce que ça veut dire en termes étymologiques, mais par contre, si on le prend dans le terme de recul, on peut dire que la critique, c'est prendre du recul. C'est quelque chose qui se fait physiquement, je peux le faire. Donc là, je suis quelque part, hop, et si je veux faire une critique de cette position-là, je fais ça, hop, un pas en arrière. Voilà. Donc ça, c'est la critique, en tout cas, c'est prendre du recul. Et ça veut dire quoi, prendre du recul? Ça veut dire changer de position, et notamment prendre une position qui n'est pas dans le cadre, ou qui regarde le cadre différemment et qui propose un autre point de vue sur le cadre ou sur les... Voilà. Donc une critique épistémologique, c'est adopter une autre épistémologie. Ça pourrait être ça. Donc adopter en fait le point de vue d'une autre discipline pour critiquer les fondements ou d'une autre discipline. Mais bon, en même temps, ça veut dire qu'il faut aussi des postulats et bon. Donc bon, bref. Donc j'ai ça. Il y a aussi, donc, là je disais un bouquin là-dessus, il y a en anthropologie la différence que... Donc, qui c'est qui disait ça? C'est... bon, je sais plus. Bon, c'est un anthropologue, de toute façon. Qu'il y a une différence entre... c'est peut-être Moss ou... Bon. La différence qu'il y a entre les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles, c'est que au niveau traditionnel, donc le temps est vu comme cyclique, et le récit qui se transmet est un récit qui est toujours plus ou moins le même, qui ne provoque pas de grandes ruptures, et qui est voué à se transmettre et à effectuer une boucle. Voilà, c'est lié aux saisons, c'est lié à quelque chose qui recommence, toujours un peu pareil. Et il faut maintenir une stabilité dans le récit. Le récit ne se transforme pas, il est toujours à peu près stable. Dans les sociétés modernes,
le récit est voué à toujours être dans une nouveauté, à toujours se transformer, à chercher du nouveau. Donc voilà, là aussi on serait dans une... Mais voilà, mais en même temps il y aurait une différence entre... peut-être ça qu'il faudra peut-être dire, je sais pas. Entre chercher du nouveau et l'accumuler sous une forme, et vouloir transformer la forme même que prend cette nouveauté. Non, c'est pas ça. Parce qu'il ne s'agirait pas d'accumuler simplement, mais de transformer les conditions mêmes de l'énonciation du récit en fait. C'est pas accumuler des récits. Non, c'est pas clair ce que je dis du tout. Mais bon, en tout cas, il y aurait voilà. Il y aura un processus de création de récit de façon quelque part. Mais c'est peut-être ça aussi que j'essaie de mettre un peu à jour. Bon. Bon, il y a l'idée de la décréation aussi. Bon, ça c'est bon chez Deleuze. Bon, enfin. C'est-à-dire que d'un côté il y a de la décréation. Enfin, non. C'est qu'en fait, bon. Pour faire de la création, il faut de l'espace vide. On va faire simple. Hein. Et donc, du coup. Parce que s'il y a déjà quelque chose qui est déjà là, qui est déjà créé, s'il y a déjà un énoncé qui a déjà du sens, il faut arriver à faire en sorte qu'il n'ait plus de sens, à le rendre un peu absurde. Il faut créer des espaces où il n'y a plus de sens. En fait, il faut d'un seul coup opérer un décalage par rapport à ce qui existe déjà. Donc ça, c'est décréer. C'est comme ça que j'ai compris. Hein. Pour pouvoir créer derrière. Voilà. Créer, c'est bien, mais pour pouvoir créer, il faut avoir un décalage. Il faut avoir parce que si on crée, mais qu'on n'arrive pas à faire le vide, enfin, on peut plus créer, parce qu'il n'y a plus de place pour ça, en fait. Tout est déjà construit. Il faut déconstruire le sens pour en construire un autre. Donc la décréation, c'est une déconstruction, un peu. Voilà. Et en fait, bon, moi, ce que je me disais, c'est que ce phénomène-là de décréation et création, qui agit un petit peu en tandem, en fait, si on le fait jouer comme ça l'un sur l'autre, on obtient un phénomène qui est la récréation. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire, la récréation, c'est ce cycle de création-décréation. De manière à maintenir une dynamique antagoniste. Donc antagoniste et pas comme des contraires, mais comme deux forces qui s'opposent et qui créent une tension. Et cette tension-là, c'est la récréation. Voilà, voilà, un petit peu comme dans le yin et le yang, là, ce qui compte, c'est cette limite, c'est cette dualité, en fait. Et donc, dans la récréation, il y a ce libre jeu, ce jeu, donc ce jeu, c'est-à-dire cette tension, cette mobilité qui existe entre les deux, comme le jeu qu'il y a entre deux pièces d'un moteur, ça joue comme ça joue. Bon, et bien, voilà. Et donc, la récréation, c'est ça. Voilà. Et évidemment, il y a la récréation au sens aussi enfantin du terme. Hein, ce que peut-être ce que font un peu les enfants, c'est un peu ça. C'est ils créent, ils décréent. Mais il faut décréer, c'est important. Il faut pouvoir un peu s'ennuyer parce que sinon. Et voilà. Et il y aurait un programme révolutionnaire, on pourrait dire, hein, qui serait la récréation permanente. Voilà. Qui serait un peu moins léninien et un peu mieux filioutesque. Non, c'est pas Filio en plus, création permanente, c'est qui? C'est les lettristes. Donc c'est Izu. Voilà. C'est Izuesque. Non, cette vidéo est beaucoup plus tranquille que l'autre.
Donc dans celle d'avant, j'avais commencé à critiquer un peu, de manière un peu de mauvaise foi, mais ce truc-là, sur la question du sujet. Et bah, je peux continuer. Hein. Et bon, c'est vrai que j'étais dans un rythme un peu. Dans un moment d'ambiance un peu on va dire tendu.